Recel d'œuvres d'art, à partir de quand l'acheteur n'est-il plus de bonne foi? On en parle tout de suite avec mon invité, Célia Chauffret, avocate au barreau de Paris. Célia, bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler du recel d'œuvres d'art, parlons ensemble de la définition du recel, si vous vouliez bien. De quoi s'agit-il? Alors, le délit de recel, il est incriminé à l'article 321-1 du Code pénal. Et c'est ce qu'on appelle une infraction de conséquence. En fait, le recel, c'est assez simple à comprendre. C'est le fait de détenir ou de transmettre un bien qui provient d'un crime ou d'un délit. Pour caractériser le recel, il faut une infraction, ce qu'on appelle une infraction originaire, il faut une infraction de base. Cette infraction-là, on peut pas être, on a l'habitude de dire on ne peut pas être voleur et receleur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être poursuivi pour le recel et être aussi l'auteur de l'infraction de base. Il faut ensuite un élément matériel, évidemment, qui est le fait de détenir, de transmettre. Et il faut aussi un élément intentionnel, c'est-à-dire qu'il faut, d'une part, être au courant de l'acte de recel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous poursuivre pour un recel pour un objet qui a été placé à votre insu chez vous, par exemple. Mais, et c'est là que se cristallise un peu l'essentiel du contentieux, il faut aussi avoir connaissance de l'origine frauduleuse du bien que l'on détient. D'accord, parce que si vous pensiez que c'était un vrai, par exemple, il n'y a pas cette notion de recel, c'est ça? Exactement. Et c'est souvent les personnes qui sont... la justice n'a pas encore à sa disposition une machine à sonder les âmes. Donc, les personnes qui sont poursuivies pour l'infraction de recel se défendent la plupart du temps en disant qu'elles n'avaient pas connaissance de l'origine frauduleuse du bien détenu. Donc on va en venir au marché de l'art. Pourquoi il est particulièrement vulnérable à ce risque de recel? Alors le marché de l'art, c'est un marché sur lequel vont circuler, il y a beaucoup de transactions, il y a des œuvres qui circulent, donc ce sont des biens qui sont mobiles, très mobiles, même y compris au niveau international, des biens qui ont une valeur qui est importante. Et c'est un milieu dans lequel il y a aussi une tradition de confidentialité qui expose d'autant plus ce secteur à ce que des biens qui ont des origines frauduleuses puissent circuler très rapidement. Et j'ajoute que ce qui est intéressant avec l'infraction de recel, en tout cas pour les autorités de poursuite, c'est que cette infraction, elle permet d'élargir le spectre de la répression. Pourquoi ? C'est-à-dire que si on ne peut pas identifier ou retrouver les personnes qui ont volé une œuvre ou qui ont fabriqué un faux, eh bien, on va chercher à s'en prendre à ceux qui, entre guillemets, profitent de cette situation en faisant circuler cette œuvre, en la vendant, en la faisant circuler sur le marché. Et donc, ça va permettre aux autorités de poursuite d'attaquer aussi, non pas ceux qui sont à l'origine de la fraude, mais aussi ceux qui seraient intéressés à en tirer profit. Donc, on voit qu'effectivement, le périmètre est étendu. Absolument. Donc, on va s'intéresser à un autre point aussi, c'est la responsabilité des acteurs. Quelles sont clairement les responsabilités encourues pour les professionnels du marché de l'art et les collectionneurs ? Alors, il faut savoir que les pénalités pour le recel, la pénalité de base, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Ces pénalités qui sont quand même déjà importantes, exactement, sont des pénalités importantes et ça va concerner le collectionneur privé, celui qui achète pour sa collection personnelle. Les personnes qui sont des professionnels du marché, qui seraient poursuivis pour avoir utilisé les facilités de leur profession pour commettre le recel qu'on leur reproche, ces personnes-là, eh bien, les peines sont doublées. Donc là, on passe sur des pénalités qui sont extrêmement importantes, et ça, c'est ce qu'on appelle les peines principales. Mais à ces peines principales-là, il faut ajouter aussi les peines complémentaires. Et les peines complémentaires peuvent être extrêmement dissuasives, puisque c'est des peines de confiscation pour la personne morale, c'est-à-dire la société. On peut aller jusqu'à des peines de fermeture d'établissement. Donc ça va très loin. Voilà, c'est tout à fait, sont des pénalités qui sont tout à fait importantes. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, dans le recel d'œuvres d'art, ce qui est important, c'est l'appréciation de la mauvaise foi. Pourquoi c'est central ? Alors, c'est central parce que
Souvent, les autres conditions, elles vont être simples à retenir. Si on prend un exemple, on va prendre l'exemple d'une œuvre volée. Le vol, on va l'établir assez facilement. Ensuite, la question de la détention, on peut l'établir aussi assez facilement. On va trouver l'œuvre volée, prenons chez un marchand. La seule question qui va se poser, c'est le marchand en question, avait-il connaissance que cette œuvre provenait d'un vol ? Comme je vous le disais, les personnes qui sont poursuivies se défendent fréquemment en disant « mais je ne le savais pas ». Ce que les juridictions ont l'habitude de faire, c'est en réalité d'utiliser un faisceau d'indices. C'est quoi ce faisceau d'indices ? En fait, on va s'intéresser aux conditions factuelles qui ont entouré l'acquisition ou la détention de cette œuvre. Par exemple, une œuvre qui serait achetée par un marchand dont un marchand a un prix qui est très inférieur au marché, ça va attirer la suspicion. Les circonstances de l'œuvre, par exemple un paiement en espèces, une transaction qui se fait très vite, le fait que l'œuvre ne soit pas notée par le marchand dans son livre de police, le fait que l'œuvre soit ensuite revendue très vite. D'accord. Tout ça, ce sont des circonstances de fait qui vont permettre à des juridictions de considérer que le marchand ne pouvait pas ignorer que l'œuvre avait une origine frauduleuse. C'est des critères qui sont cumulatifs ou non ? Alors ça peut être cumulatif, c'est tout à fait cumulatif, c'est-à-dire que le faisceau d'indices, on va accumuler les indices. On va considérer que le prix, les modalités de paiement occultes, la détention de l'œuvre avec aucune traçabilité, le fait par exemple que le marchand n'ait pas posé énormément de questions sur la provenance de l'œuvre. Alors justement, cette question de la traçabilité, pourquoi c'est important ? Alors ça, ce sont des choses qui sont très importantes. On sait que le domaine du marché de l'art est identifié comme un secteur à risque. Au mois de janvier, là, très récemment, Tracfin a publié sa première note d'information de l'année 2026 qui est précisément consacrée au marché de l'art. Donc le marché de l'art est identifié comme un lieu à risque, un lieu vulnérable. À cet égard, le marché de l'art, est assujetti au dispositif LCBFT, donc lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui impose aux professionnels du marché un certain nombre d'obligations de traçabilité. De quel type d'obligations ? Alors, il s'agit des obligations d'identifier les personnes avec lesquelles ils sont en transaction, d'identifier l'origine des fonds qui leur sont remis, et ensuite de mettre en place en interne des procédures de cartographie des risques. C'est toute une série de petites obligations de vigilance qui sont intéressantes parce que elles vont aussi protéger les professionnels. Pourquoi ? C'est-à-dire que ces obligations, elles obligent les professionnels, parce que lorsqu'un marchand est amené à faire une transaction, on lui présente une œuvre qui est une œuvre très intéressante d'un artiste qu'il apprécie beaucoup. Il y voit, lui, l'opportunité de faire une belle vente, d'avoir de la visibilité. C'est obligé à être vigilant, c'est ça ? C'est ça. Et ces obligations, elles obligent le marchand à être particulièrement vigilant. Et de ce fait, elles vont l'obliger elles vont l'obliger à avoir des réflexes qui vont également le protéger d'un risque de recel. C'est comme ça qu'on se prémunit du recel. Exactement. On va conclure là-dessus. Merci Célia Chauffret. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Paris. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.